Alors vous avez sans doute appris les lois du mouvement de Newton, les 3 lois de mouvement de Newton. Ce que j'aimerais vous faire comprendre aujourd'hui, déjà c'est un peu ce que disent ces lois. Je veux vraiment que vous les compreniez, pas juste que vous les appreniez. Et pour cela, je vais vous montrer les erreurs de raisonnement que l'on fait constamment, y compris une fois qu'on a appris la théorie. Les erreurs que l'on fait constamment quand on réfléchit à la mécanique et à la physique autour de nous. Alors je vais commencer par vous expliquer les 3 lois de Newton. Ça va être un peu plus cool si j'avance un petit peu. Ouais, je suis dans un embouteillage parisien, ça avance pas. Donc la première loi de Newton dit que si je suis en mouvement, je dois persévérer dans mon état de mouvement. Ma vitesse doit rester constante. C'est pas le cas en pratique, puisqu'on voit très bien que si je fais rien, là, la voiture ralentit. Ouais, c'est bon, je fais une vidéo YouTube, désolé. Et du coup, l'expérience contredit la première loi de Newton. La première loi de Newton est en fait quasiment jamais vérifiée. Et ça, c'est à cause des frottements de l'air, puisque les frottements de l'air sont des forces qui agissent sur la voiture, qui existent tout le temps quasiment tout le temps, à partir du moment où on est en mouvement. Et du coup, la première loi de Newton n'a pas vraiment d'équivalent en pratique, donc on est un petit peu plus dans l'espace où le vide est bien meilleur, il y a beaucoup moins de frottements. Mais techniquement, il y a toujours un peu de frottement. Du coup, c'est assez amusant de se dire que la première loi de Newton n'est jamais applicable en pratique. Mais si Newton l'a énoncé, c'est bien sûr parce qu'il avait adopté cette pensée galiléenne dont j'ai parlé dans la biographie sur la vie de Galilée notamment. Cette idée selon laquelle que pour mieux comprendre notre monde réel, il est très utile d'oublier des parties du réel, de s'abstraire du réel, de partir dans un monde imaginaire, dans un monde mathématique, ou dans un monde des idées où tout fonctionne très bien. Et bizarrement, c'est le pari de Galilée, ce monde mathématique permet de bien mieux comprendre le monde réel que si on était resté dans le monde réel. Ça, c'est magique. La deuxième loi de Newton, qui elle est la plus importante, elle dit que si j'applique une force à la voiture, la voiture va accélérer de façon constante. Et ça, c'est aussi très contraire à ce qu'on voit dans en pratique, encore une fois à cause des frottements de l'air. En pratique, si je garde le pied sur l'accélérateur toujours au même niveau, la vitesse de la voiture va se stabiliser. En gros, on a l'impression qu'en pratique, la force que l'on met sur l'accélérateur notamment détermine non pas l'accélération de la voiture, mais sa vitesse. Et ça vient du fait que les frottements de l'air augmentent avec la vitesse de la voiture. Donc, imaginons que je partais de 0 et que j'accélérais tranquillement, que je garde le pied sur l'accélérateur toujours avec le même niveau, quoi. Alors la voiture va accélérer, mais les frottements de l'air vont augmenter au fur et à mesure que la voiture avance vite, au fur et à mesure que la vitesse est grande. Et en fait, il va arriver à un point où la vitesse va être telle que les frottements de l'air vont parfaitement compenser l'accélération qui est due au fait que j'appuie sur l'accélérateur. Et du coup, ma vitesse au final va être déterminée par les frottements. Donc en pratique, à cause des frottements de l'air, il est très vrai de dire que la force qu'on applique à la voiture détermine la vitesse de la voiture et non son accélération. Mais ça, c'est vrai uniquement en pratique à cause des frottements de l'air. En théorie, dans le monde idéal des idées de l'univers mathématique, de la physique théorique plutôt, s'il n'y avait pas de frottement de l'air, la force qu'on applique détermine l'accélération et non la vitesse. Enfin, la troisième loi de Newton, qui est vraiment cool, je trouve, surtout dans le cas de la voiture. Vous pouvez vous demander qu'est-ce qui fait avancer la voiture. C'est une question intéressante. Quelle est la force qui fait avancer la voiture? Clairement, c'est pas le fait que j'appuie sur un petit bouton en bas. Ça va pas faire avancer la voiture. Si le moteur est coupé, ça fait pas avancer la voiture. C'est pas non plus le moteur qui fait avancer la voiture, qui génère la force qui fait avancer la voiture. Puisque le moteur, c'est un truc qui tourne et ça n'applique pas une force qui nous pousse vers l'avant. Et en fait, ce qui fait avancer la voiture, c'est un truc assez remarquable. Oh merde, c'est là que je sors. Oh shit. Donc en fait, ce qui fait avancer la voiture, ce qui fait que la voiture peut accélérer, c'est une force qui vient du sol. Ça, c'est assez surprenant. C'est le sol qui fait avancer la voiture. En fait, la roue, quand elle se met à tourner, donc la roue est entraînée par le moteur pour tourner,
Et quand la roue tourne au contact avec le sol, il va y avoir des frottements, ça va frotter. Et du coup, ces frottements vont faire que la roue de la voiture va pousser le sol. Et ce qui est... Ah mince, c'est là. Et donc la roue pousse sur le sol. Elle pousse avec une force qui peut être assez grande si elle appuie fortement sur le moteur. Et la troisième loi de Newton, elle nous dit que la force avec laquelle la roue pousse le sol va être associée avec une force avec laquelle le sol pousse la voiture. Et c'est cette force qui fait avancer la voiture. J'ai toujours entendu que pour illustrer la troisième loi de Newton, il fallait parler de fusée. Malheureusement, j'ai pas de fusée sous la main. Là. Je suis pas prévu un voyage interstellaire dans les jours à venir. Du coup, je suis obligé d'illustrer ça avec une voiture, mais ça marche très bien avec la voiture aussi. Et en fait, plus on pousse le sol avec les roues de la voiture, plus le sol va venir pousser la voiture également. Et nous faire avancer, quoi. C'est assez magique. Et en fait, cette force-là, d'après la troisième loi de Newton, c'est la même. La force avec laquelle les roues des voitures poussent le sol est la même que la force avec laquelle le sol pousse la voiture. C'est vraiment génial. Et c'est vraiment super contre-intuitif. On a l'impression que le sol va plus pousser la voiture que l'inverse. Puisque la voiture, on la voit avancer, alors que le sol, on ne le voit pas reculer. On a l'impression que la Terre pousse plus sur la Lune que la Lune ne pousse sur la Terre. Avec la gravité. Et ça en théorie newtonienne, c'est complètement faux. La force de la Terre sur la Lune est la même que la force de la Lune sur la Terre. Remarquable, incroyable, surprenant. Il me semble que trop souvent, lorsque l'on apprend les lois de Newton, on a tendance à les apprendre de manière très scolaire, c'est-à-dire qu'on les apprend par cœur, sans vraiment prendre le temps de vraiment comprendre, de vraiment sentir le message qui est caché derrière ces fameuses lois de Newton. Et en particulier, on a tendance à ne pas chercher à vouloir faire un lien entre les lois théoriques de Newton et le monde réel, le monde de tous les jours, où ces lois s'appliquent, mais de façon un peu cachée, et du coup ne s'appliquent pas directement. Or, faire l'effort de faire ce lien, c'est ce qui permet vraiment de sentir ces lois. Et en particulier, c'est en faisant ça, bien des années après mes derniers cours de physique, que je me suis enfin rendu compte qu'il n'y avait en fait qu'une seule loi de Newton et pas trois. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. En fait, la première et la troisième loi de Newton sont des conséquences de la deuxième loi qui est la loi fondamentale de la théorie newtonienne. Pour commencer, la première loi n'est qu'une application de la seconde loi de Newton. En effet, la deuxième loi dit que l'accélération d'un objet se fait dans la direction des forces que l'on applique sur l'objet. Donc si l'on n'applique aucune force, aucune accélération ne se fera dans aucune direction. L'accélération sera nulle. Or, ne pas accélérer, c'est exactement la même chose que persévérer dans son état de mouvement. En fait, je doute même de l'utilité d'enseigner la première loi de Newton, notamment parce que lorsqu'on essaie de l'enseigner de façon un peu rigoureuse, avec des termes comme référentiel galiléen ou mouvement inertiel, tout devient vite compliqué. On en arrive parfois même à avoir des définitions circulaires, comme le montre très bien This is Science. Et du coup, cette première loi de Newton paraît super compliquée, alors qu'elle dit un truc qui n'est pas si important que ça, puisque ce n'est qu'une conséquence de la deuxième loi de Newton, qui est la loi super importante, le principe fondamental de la dynamique, parfois comme on l'appelle. Et donc je me demande s'il ne vaudrait pas mieux uniquement enseigner cette deuxième loi de Newton, et en déduire en exercice la première loi de Newton. Ceci dit, je n'ai jamais enseigné les lois de Newton, donc j'ai très peu d'expérience pédagogique à ce sujet. Donc si vous êtes enseignant notamment, j'adorerais avoir votre avis au sujet de cette question. Donc s'il vous plaît, mettez un commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi que ce que je dis est complètement ridicule si c'est ridicule. Ça me permettrait aussi de progresser d'un point de vue pédagogique. En attendant, comme promis, voici la preuve que la troisième loi de Newton n'est qu'une conséquence de la deuxième. Considérons une pomme, une pastèque isolée du monde extérieur. Alors, le système pomme plus pastèque est un système isolé, donc son centre de masse persévérera dans son mouvement. S'il était immobile, alors il restera immobile. Or, la position de ce centre de masse est une somme pondérée de la position de la pomme et de la position de la pastèque, où les coefficients de pondération sont les masses respectives des deux objets. Dérivons maintenant deux fois cette expression.
Après quelques manipulations algébriques, on voit que l'accélération de la pomme fois sa masse doit être égale à l'opposé de l'accélération de la pastèque fois sa masse. Or, d'après la seconde loi de Newton, ces deux expressions correspondent respectivement à la force de la pastèque sur la pomme et à la force de la pomme sur la pastèque. On conclut donc que ces deux forces sont de même intensité et de direction opposée. Autrement dit, on a bien prouvé la troisième loi de Newton à partir de ces deux premières lois. La dernière fois, on a imaginé un débat sur l'héliocentrisme autour des années 1615 avec tomates rouges, charrie, mes costumes qui sont pas franchement d'époque. Et alors? Il y a surtout eu un débat très intéressant entre Hollich et Bob Ricard sur le principe de relativité et la possibilité ou non de mesurer notamment des forces d'inertie d'entraînement à la surface de la Terre. A priori, si la Terre tourne sur elle-même, on devrait décoller de la Terre. Et cette accélération qui nous fait décoller de la Terre lorsqu'on est à la surface de la Terre, c'est quelque chose que l'on peut mesurer avec une analyse dimensionnelle. A priori, ce qui va entrer en jeu, ça va être le rayon de la Terre et le temps que met la Terre pour faire un tour sur elle-même. Et on veut une accélération qui est du mètre par seconde carré. Là, on a des mètres et des secondes. Donc, pour avoir des mètres par seconde carré, il faut diviser le mètre par les secondes au carré. C'est-à-dire prendre le rayon de la Terre et le diviser par le temps qu'il faut pour que la Terre fasse un tour sur elle-même au carré. Et du coup, cette accélération d'entraînement qui est due au fait qu'on est dans un référentiel sur Terre qui tourne, il va être de l'ordre de grandeur du rayon de la Terre, 6400 km, divisé par le temps qu'il faut pour qu'elle fasse un tour sur elle-même au carré, c'est-à-dire 24 heures au carré. Bon, pour avoir la valeur exacte de cette accélération, il faut multiplier tout ça par une constante qui va être ici tau carré, où tau c'est 6,28, la constante du cercle. Et lorsqu'on fait les calculs, on voit que cette accélération d'entraînement due à la rotation de la Terre sur elle-même va être à peu près 3 millièmes de l'accélération due au champ de pesanteur, autant dire que on le ressent pas, quoi. En tout cas, on le ressent pas directement, mais on peut en observer des effets indirects, notamment en observant l'effet de Coriolis. L'accélération de Coriolis, elle est due au fait que lorsqu'on est au niveau de l'équateur, on fait une plus grande distance que lorsque l'on est près des pôles. La partie au niveau de l'équateur va être plus accélérée que celle qui n'est pas au niveau de l'équateur, et du coup, ça va faire tourner des grands fluides. Du coup, si on applique ça à la masse d'air, à l'atmosphère, ça va créer des anticyclones qui vont tourner du coup dans l'hémisphère nord dans le sens, ça c'est le sens anti-horaire. Et dans l'hémisphère sud, du coup, les cyclones, eux, tournent dans le sens horaire. Mais la discussion ne s'arrête pas là, puisque Hollich se demande si l'accélération d'entraînement due à la rotation de la Terre autour du Soleil peut lui être mesurée. Donc encore une fois, vous pouvez faire une analyse dimensionnelle ou le calcul exact pour calculer cette accélération d'entraînement, mais il faut aussi penser au fait que le Soleil exerce une force de gravité, non seulement sur la Terre, mais sur nous aussi. Du coup, il faut prendre en compte aussi le champ de pesanteur du Soleil quand on calcule le bilan des forces sur nous. Et en particulier, on peut se demander lequel des deux est le plus fort. Est-ce que c'est l'accélération d'entraînement ou est-ce que c'est l'accélération due au champ de pesanteur du Soleil? Et ça, c'est une question absolument géniale dont je ne vais pas vous donner la réponse aujourd'hui, car elle va être au cœur d'une vidéo à venir. Enfin, tu dis que si je travaille ma diction, mon élocution, et si je parle plus vite que Dr Nozman, excellent, alors j'atteindrai le million d'abonnés. Non, je parle pas encore assez vite. Hey, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. La prochaine fois, on va parler de la loi de la gravitation de Newton. En particulier, la question à laquelle j'aimerais que vous réfléchissiez, c'est comment est-ce que Newton a su deviner cette loi de la gravitation, tous les termes notamment qui apparaissent dans cette formule magique qui décrit la force de gravité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. C'est comme ça que vous pourrez aider cette chaîne à décoller. Pensez bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et j'espère que je vous verrai la prochaine fois. Donc, si j'ai bien compris, une voiture qui roule, ses roues appliquent une force vers l'arrière sur la route, et du coup la voiture avance vers l'avant. Exactement. Il y a une superbe vidéo de Veritasium à ce sujet. Il explique vraiment bien à quel point c'est important de comprendre les préjugés que l'on a sur les erreurs que l'on fait au niveau intuitif, dans notre compréhension intuitive de la théorie newtonienne pour mieux comprendre la théorie de Newton, qui en fait est ultra surprenante, super bizarre.
Je veux dire, aujourd'hui, on prend un peu pour acquis parce qu'on sait manipuler ces équations. Et si on y réfléchit vraiment, c'est vachement bizarre. Mais ça marche. C'est vraiment trop la classe. Newton, c'est un génie, les gars. They don't pay attention because they think they know it. And then when asked what they saw, they falsely remember their own ideas as what was presented.